permettre de dérouler sur le fait que effectivement, bah, ici, la Cisjordanie, avec Netanyahou, euh, les dernières déclarations de Netanyahou, voilà, exactement, donc on peut le voir, hein, Benjamin Netanyahou promet d'annexer les colonies en Cisjordanie. Voilà, tout simplement, hein. Donc, on va regarder cet article. Il y a des articles qui doivent souligner ceci, hein. Il a bien accéléré. Voilà. En réaction à l'État israélien, euh, voilà, on va lire tout à fait cet article. Donc, là, on en était là. Le 22 septembre, du coup, à la tribune de l'ONU, donc hier, notre président de la République a reconnu l'État de Palestine. Suite à cela, effectivement, le premier ministre pardon, israélien a dit qu'il allait accélérer la colonisation. Hein, d'accord. Par exemple, en réaction à l'État israélien a approuvé le mois dernier un projet de construction de 3400 logements en Cisjordanie. Jusqu'ici, aucun gouvernement israélien n'avait osé occuper ce territoire, connu sous le nom de zone E1, de peur de s'attirer les foudres de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État israélien actuel est capable de faire des choses qu'il n'aurait jamais rêvé de faire. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui était inenvisageable à l'époque. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation effectivement où en fait, on peut tout faire. Voilà, Benjamin Netanyahou et son gouvernement extrémiste peuvent tout se permettre sous couvert de l'administration américaine et de Donald Trump et de l'ingérence aussi de certains autres pays dans la zone. Donc on va lire. Vincent Lemire. La zone E1 est un projet dans les cartons depuis une vingtaine d'années. C'est jusque-là un tabou absolu qu'Israël n'a jamais voulu franchir. L'annexion de ce territoire était systématiquement reportée par les Israéliens sous pression internationale. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, une figure de l'extrême droite et qui est également responsable des politiques gouvernementales en Cisjordanie et aujourd'hui le ministre le plus puissant du cabinet de guerre israélien, a validé le mois dernier la mise en œuvre de ce projet. On parle de plusieurs dizaines de milliers de logements, ce qui veut dire qu'encore plus d'habitants, évidemment, vont venir s'installer. C'est une provocation de plus de la part des Israéliens. C'est la seule route. Alors on va lire hein, que 400 000 Palestiniens de Jérusalem-Est, soit 40% de la population, peuvent utiliser pour quitter la ville. Je lisais hier effectivement que aujourd'hui on met 20 minutes pour traverser, d'accord, entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. On mettra à peu près 2 heures pour pouvoir passer si les checkpoints sont installés et si la colonisation est effective. Pourquoi l'État israélien souhaite-t-il annexer cette région? Il suffit de regarder une carte. Premièrement, c'est extrêmement étendu comme zone. Deuxièmement, cela sépare totalement la Cisjordanie nord de la Cisjordanie sud. Aujourd'hui, on va regarder notre carte. On va revenir à notre carte, hein, d'accord. Hop, 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 hop. Pichou. Alors, attendez, on revient sur nos colons, on revient sur nos extrémistes. Hop, hop, hop. Voilà, je voudrais vous montrer une carte de la Cisjordanie. Voilà. Donc, une carte propre de la Cisjordanie. Ici, c'était bien ça. Voilà, donc en fait, le but, c'est de séparer effectivement la Cisjordanie en deux, hein, donc en coupant par Jérusalem Est, ici en mettant des checkpoints le plus possible. Et vous voyez bien, au nord, il y a énormément de colonies, et au sud, c'est un peu plus léger. Donc c'est parce que, effectivement, ça n'a pas été osé pour le moment, d'accord? Mais le projet, c'est de couper ici la route, de manière à pouvoir complètement boucher le passage des Cisjordaniens et empêcher donc du coup la population de vivre dans cet endroit. C'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, la seule route qui relie Ramallah à Bethléem, d'accord, passe par la zone E1. Si vous habitez à Ramallah et que votre business se trouve à Bethléem, ou si vous avez à Bethléem et que votre cousin se trouve à Ramallah, la distance est d'à peu près 30 km. Et donc ça veut dire que cette route n'existera plus. Par conséquent, la Cisjordanie sera physiquement et définitivement coupée en deux. La Crimée, l'Ukraine. Posez-vous les questions. Par ailleurs, c'est la seule route que les 400 000 Palestiniens de Jérusalem-Est, soit 40% de la population, peuvent utiliser pour quitter la ville. Donc ils seront littéralement enfermés dans la ville. La validation des plans de colonisation suit toujours un processus. Là, on est vraiment au dernier stade. Les bulldozers ne sont pas encore là, mais ça va prendre quelques années avant que les colons israéliens s'y installent. Un tournant absolument majeur dans l'histoire de la colonisation de la Cisjordanie. Et en même temps, cela s'inscrit du long terme, ça s'écrit sur du long terme, pardon. En clair, ce n'est pas une colonie de plus, mais plutôt l'annexion de tout un territoire.
Cette décision intervient face en riposte aux annonces de plusieurs pays, dont la France, de reconnaître un État de Palestine. L'annexion de la zone E1 rendrait-elle impossible l'existence d'un État palestinien? Ce qui rend impossible la convergence vers un État palestinien avec une continuité territoriale, ce sont les 800 000 colons de cette zone E1, en plus qui se préparent. La seule option, ce serait un État palestinien souverain aux côtés d'un État israélien avec une forme de fusion territoriale, une fédération ou une confédération. Voilà, donc vivre ensemble dans le même pays, dans deux pays différents, dans le même territoire, pardon, mais dans deux pays différents. Personne aujourd'hui n'imagine qu'un État palestinien réduit aux seules zones A ou B en Cisjordanie avec une discontinuité territoriale et des colons autour. Je rappelle toujours ce chiffre. Aujourd'hui, il y a 800 000 colons israéliens en Cisjordanie. Il y avait 8 000 colons à Gaza en 2005, lorsque le gouvernement d'Ariel Sharon a décidé de les évacuer, ce qui n'a pas été facile. Là, on parle d'évacuer 100 fois plus de personnes. Vous vous rendez compte? Voilà, ça c'est pour vous donner une idée de ce que, de ce que peut être la complexité de la situation, hein, d'accord, la complexité de la situation actuelle et finalement ce que malheureusement amène cette situation. Voilà, tout simplement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est même sur place, hein, les gens qui sont de gauche vous diront que c'est très compliqué, hein, donc de pouvoir avoir une solution. Effectivement, alors je vais essayer juste de me mettre. Hop, 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 hop. Mais je pense que là c'est bon. Je pense. Attendez, je vais juste checker un truc. Ouais, la complexité de la situation et la complexité du coup de cette situation et de sortir de extirper pardon de ce problème. Comment faire? Comment faire? En quoi la reconnaissance d'un État de Palestine pourrait-elle conduire à une solution à deux États? Un État, ce sont aussi des citoyens qui ont un passeport, des impôts, des élections, une représentativité, le contrôle et la protection des populations. La question territoriale n'est pas consubstantielle à la notion d'État. C'est ce que la France a fait en 1949 pour Israël. La reconnaissance d'un État israélien par la France le 24 janvier 1949 a été édictée par un courrier dans lequel il est indiqué que l'État français reconnaît le gouvernement israélien sans préjuger de futures frontières sur lesquelles le gouvernement exercera son autorité. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est de dire, ok, on reconnaît qu'il y a un pays, on reconnaît donc le gouvernement. Ceci dit, le territoire, on n'est pas obligé d'en avoir un. On peut dire que ce territoire, on le reconnaîtra à partir du moment où on reconnaît le pouvoir qui le dirige. D'accord? Donc, voilà, c'est ce qui a été fait pour l'État d'Israël, d'accord, en 1949. De ce point de vue-là, le modèle européen peut être assez aspirant, c'est-à-dire que de distinguer la souveraineté de l'État de la question territoriale. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a 800 000 colons israéliens qui vivent en Cisjordanie. Et on a 2 millions de Palestiniens qui vivent en Israël. Soit 3 millions de personnes qui ne bougeront pas. Et donc, dans les plans qui se sont élaborés aujourd'hui, la question territoriale viendra en dernière instance. Ce qui serait une inversion totale des plans qui étaient présentés jusqu'ici par la communauté internationale. Effectivement, puisque depuis le début, on vous parle d'État palestinien, de solution à deux États, donc ça veut dire que finalement on mettrait les Palestiniens chez eux et que les Israéliens seraient en Israël, tout simplement. Sauf que c'est pas factuellement possible, d'accord? Avec la proposition de notre gouvernement, déjà, ce n'est pas le chemin que nous prenons, et en plus de cela, physiquement, hein, d'un point de vue physique, on va bien le répéter, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que il y a 2 millions de Palestiniens qui vivent en Israël et donc on ne pourra pas les déplacer. Et on peut aussi dire que ce n'est pas possible parce qu'il y a aussi 800 000 colons qui vivent en Cisjordanie et que eux ne souhaitent pas partir. Donc voilà, on arrive à un moment où on aura la question qui va se poser de comment on organise tout ce joli petit bazar. On va regarder l'article là qui date, il date de quand cet article? Février, les cartes de février 95. Hein. C'est intéressant. Hein. Rien n'a changé, hein, d'accord? Pendant la reconnaissance, les massacres continuent. Bon, Courrier international, on ira voir un peu tout à l'heure. J'aime bien ce journal, hein, Le Monde diplomatique aussi. On va aller voir les deux. Bah, écoutez, voilà. Alors, on va lire juste cet article. À la 80e session de l'Assemblée nationale, donc voilà, membre observateur de l'ONU, d'accord, en proclamant l'État de Palestine.
tout en reconnaissant Israël, les résolutions de l'ONU et des frontières qui laissent l'occupation portion congrue. Bon, on voit bien qu'il y a des problèmes. Donc voilà, on va voir aujourd'hui, septembre 2025, les différents pays, d'accord, qui ont reconnu, d'accord, la Palestine, hein. On a 157 pays qui ont reconnu la Palestine. Et on pourra, hein, pointer du doigt, encore une fois, l'Allemagne, qui, pour le moment, n'a absolument pas souhaité reconnaître la Palestine, ce qui est terrible d'après moi, hein, ce qui est terrible parce que malheureusement se retrouve dans une situation où bah, elle répète un peu, hein, l'histoire terrible de son passé. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficilement compréhensible, d'accord. Euh, et puis, voilà, cette situation, malheureusement, on va avoir du mal à quitter cette situation et se retrouver dans quelque chose de plus extricable, hein. Je pense que tant que ce cher Benjamin Netanyahou et son gouvernement d'extrémistes seront au pouvoir, il n'y aura absolument aucune solution euh, possible, d'accord. euh, pour moi, c'est vraiment un des... Comment dire? Voilà, ça ne changera rien à notre quotidien. C'est un des prérequis, c'est le départ de ces extrémistes du pouvoir. Si la vague de reconnaissance de l'État palestinien est un pas dans le bon sens, elle risque de ne pas enrayer la colonisation à la marche forcée, voire de l'accélérer. S'inquiètent les habitants de Cisjordanie qui espèrent surtout des sanctions contre Israël. Le quotidien libanais L'Orient le Jour raconte leur désarroi. Une cigarette à la main et un thermos à proximité, Hassan Bezzour feuillette un document de quelques pages qui pèse pourtant très lourd sur l'avenir de sa commune. Le maire de Rabat, village de 5000 personnes, livre ses explications sur le ton de la sentence. 13 hectares sont saisis, et ce n'est pas fini. C'est l'inventaire des nouvelles terres sur lesquelles les Israéliens ont décidé de mettre la main. Il communique ces informations à l'autorité palestinienne qui nous les transfère ensuite. Pas de chance pour le maire, les nouvelles expropriations de terres incluent cette fois un de ses lots. Celui-là même où se situe sa propre maison. Dans ce bureau qui semble rester figé dans les années 90, le portrait de Yasser Arafat penche au point de menacer de s'effondrer. Le symbole d'un territoire paralysé, tétanisé par les expansionnistes israéliens. J'espère que la reconnaissance de l'État de Palestine va pousser à mettre fin à ces opérations de colonisation. C'est un pas dans le bon sens. T'imagines? Le mec, le type a reçu un ordre de colonisation de sa propre maison. C'est-à-dire, il est maire de son village et il apprend que on va prendre son territoire, hein, d'accord, et que on va tout simplement le priver de chez lui, hein, d'accord. C'est ce qui est proposé, hein, par cette annonce, hein. Donc c'est une folie, c'est une pure folie, une pure folie, une pure folie. Une pure folie. Je sais pas vous dire si vous vous rendez compte de la violence qu'il aurait imposée, hein, d'accord. On vient pour prendre le territoire. D'ailleurs, tiens, je me posais la question, pourquoi le bleu drapeau israélien? Je veux savoir. Sionisme, d'accord. Mouvement qui a promu le blanc et blanc inspiré du drapeau de Movia qui était même basé sur le talit, châle de prière porté par les juifs. Ok, 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 ok. Ah, ok, le talit. Ok, alors on va regarder le talit. Excusez-moi pour mon inculture, hein. Pas le tralit, mais le talit. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Donc, tout simplement. D'accord, tout simplement. Et du coup, hop, pourquoi tresse juif? On va poser la tresse Allah. Non, c'est pas ça. Je- Ah, c'est des papillotes, pardon, excusez-moi. Alors, vous ne couperez point en rond. Je diverge, hein, excusez-moi, mais bon, comme on n'est pas nombreux, je me permets. Les papillotes ou péotes, bord de tête sont des mèches de cheveux
typique des zones juives orthodoxes, de porter les tempes pour les rivières et les oreilles à partir de l'âge de 3 ans. La pratique sur le rasage est particulièrement hassidim, ok. Vous ne couvrez point en rond les bords de votre chevelure, mais tu ne raseras pas les bords de ta barbe. Vous ne couperez point en rond les bords de votre chevelure. Ok. Ok. Eh ben écoutez, on apprend des choses, quoi. Du coup, ils n'ont pas le droit de se couper, donc voilà, c'est religieux. Ok, ça m'étonne pas en même temps. Hop, on continue du coup. Tac, 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 on diverge, digression. Donc voilà, on va passer sur un autre sujet, hein, l'État de Palestine. Moi, personnellement, je peux vous dire que j'espère que cette solution à deux États existera et que la paix va pouvoir aboutir un jour, hein, entre ces deux peuples qui sont frères, hein, puisque juifs et musulmans sont frères. Donc j'espère que ce sera possible. On va aller voir ça. Alors, pas CNews, par contre. On va éviter d'aller voir CNews quand même, hein. Je ne suis pas très fan de CNews. On va aller voir TF1 Info, par exemple. Voilà. News Google, TF1 Info. L'aéroport de Copenhague a rouvert après des survols de drones non identifiés. Les aéroports de Copenhague, d'Oslo ont réouvert ce matin après avoir été fermés lundi en raison de présence de drones non identifiés. 2 ou 3 drones non identifiés ont en effet été repérés dans la capitale danoise. Des drones ont également observé au niveau de l'aéroport de la capitale norvégienne, qui a dû fermer pendant plusieurs heures. Le mystère plane toujours. Les aéroports de Copenhagen et d'Oslo ont réouvert ce matin après avoir été fermés hier soir et cette nuit en raison de la présence de drones non identifiés, ont annoncé la police et les aéroports de l'AFP. À l'AFP, pardon. À Copenhagen, les drones ont disparu et à l'aéroport est à nouveau ouvert. Ok, chelou. Chelou. On se demande qui c'est. 15 vols ont été déroutés vers d'autres aéroports. Les autorités danoises et norvégiennes travaillent ensemble sur ces incidents. À ce stade, nous ne savons pas si les engins peuvent être d'origine russe. La police danoise doit utiliser une conférence de presse. La Russie est accusée d'être à l'origine d'une interruption de drone dans l'espace aérien polonais le 10 septembre, un incident qui a provoqué la mobilisation d'avions de chasse de l'OTAN. Vendredi, 3 avions de combat russes ont par ailleurs violé pendant 12 minutes l'espace aérien estonien, déclenchant des protestations de l'OTAN et de l'Union européenne contre une nouvelle provocation. Le Danemark et la Norvège participent cette semaine aux exercices militaires Neptune Strike 25 3 des forces de l'OTAN qui se déroulent en mer Baltique. Ça aussi, on va aller voir parce que ça, j'adore regarder ce genre de trucs. Ça, c'est les petits secrets là. Alors, on va juste revenir sur la violation de l'espace aérien le 10 septembre parce que moi, j'étais pas du tout. Je l'ai entendu sur France Inter, mais je me suis pas penché sur la question en fait, et j'aimerais bien dire un peu plus sur ce sujet. J'espère que ça vous intéresse. De toute façon, c'est moi qui décide. Voilà. Du coup, les petits loups, on va regarder ce qui s'est passé. Varsovie. Okay. J'attends que le café se coule, hein, je reprends. J'ai besoin de 12 cafés ce matin. Alors, que sait-on de l'incursion inédite de drones de Russie en Pologne? Alors, que sait-on de l'incursion inédite de drones de Russie en Pologne? La Pologne a annoncé ce mercredi 10 septembre avoir abattu des objets hostiles près des violations de son espace aérien au cours d'une attaque russe ciblant son voisin ukrainien durant la nuit précédente. Au cours de l'attaque menée aujourd'hui par la Fédération de Russie contre les cibles situées sur le territoire ukrainien, notre espace aérien a été violé à plusieurs reprises par des drones. Cette incursion sans précédent de drones russes a été qualifiée par Varsovie d'acte d'agression.
19 violations de cet espace aérien polonais ont été constatées au total et au moins 3 drones russes ont été abattus par l'armée polonaise et les forces de l'OTAN, a déclaré ce matin Donald Tusk devant le Parlement, indiquant qu'il s'agissait du premier bilan provisoire de l'opération qui a duré toute la nuit. Les drones qui ont été neutralisés sont actuellement en cours de localisation. Pardon. Ni les drones, ni leur destruction n'ont fait de victimes. Plusieurs heures durant, l'aéroport international Frédéric Chopin de Varsovie a été fermé temporairement en raison d'une activité militaire imprévue liée à la sécurité de l'État, a indiqué ce matin le ministre de l'administration fédérale de l'aviation américaine. 3 autres aéroports de moindre importance situés dans la région de la capitale polonaise et dans l'est du pays ont également été paralysés. L'espace aérien au-dessus du principal aéroport de Varsovie a pu réouvrir aux alentours de 7h30, soit un peu plus de 2 heures après sa fermeture. Une intrusion qui n'était pas un fait accidentel. C'est la première fois que les drones russes font irruption dans l'espace aérien d'un pays membre de l'Union européenne et de l'Alliance Atlantique depuis le début du conflit. Selon Varsovie, cela ne fait aucun doute que l'intrusion des drones n'était pas un fait accidentel. En fait, en août, Varsovie avait adressé à Moscou une note de protestation après la chute et l'explosion d'un drone dans l'est du pays, qualifiant cet incident de provocation délibérée. Le Premier ministre polonais avait demandé alors... Qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait demandé alors à l'OTAN d'activer l'article 4 du traité atlantique qui prévoit les consultations entre alliés en cas de menace de l'un de ses membres. Le président polonais Karol Nawrocki avait estimé mardi que Vladimir Poutine était prêt à envahir d'autres pays après l'Ukraine lors d'une visite en Finlande. Tout en attendant bien sûr une paix à long terme, une paix permanente qui est nécessaire à nos régions, nous pensons que Vladimir Poutine est prêt à envahir également d'autres pays, avait déclaré le chef d'État nationaliste. Les 2 pays membres de l'OTAN sont sur le qui-vive depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022. Ce mercredi matin, le Premier ministre polonais Donald Tusk a dénoncé une provocation à grande échelle. Eh ben. Veuillez m'excuser, je vais rajouter du sucre dans mon café. Je vais rajouter du sucre dans mon café, je vais aussi également aller mettre du lait. J'arrive. Donc, excusez-moi, je reprends. Ces incursions surviennent alors que les grandes manœuvres, d'accord, que de grandes manœuvres sont actuellement en cours, mis donc par la Russie et son allié biélorusse, baptisé Zapad 2025, d'accord, sont prévus. On va aller voir ça aussi. Du coup, c'est intéressant parce qu'on voit que il y a des 2 côtés des manœuvres. Là, on voyait tout à l'heure Neptune Strike 25-3 des forces de l'OTAN et Zapad, voilà, tranquille. Donc du coup, la Biélorussie, une ancienne république soviétique frontalière de la Pologne, est un allié clé de la Russie, qui s'est servi de son territoire pour déclencher son offensive contre l'Ukraine en février 2022. Varsovie a décrété une fermeture de sa frontière avec la Biélorussie dès ce jeudi et annoncé une réponse aux manœuvres Zapad, une exercice militaire sur son sol qui doit rappeler 30 000 soldats, dont ceux d'un pays allié. Ok. De son côté, j'arrive, je cherchais mon café, je continue. Donc de son côté, l'armée russe a affirmé mercredi ne pas avoir visé la Pologne après l'incursion et la destruction pendant la nuit de drones au-dessus du territoire polonais. Il n'y avait aucune intention d'attaquer les cibles sur le territoire polonais, a indiqué le ministère russe de la Défense.
dans un message portant sur ces nouvelles frappes nocturnes contre l'Ukraine, sans pour autant confirmer que ces drones étaient bien entrés dans l'espace aérien polonais. Nous sommes prêts à mener des consultations à ce sujet avec le ministère polonais de la Défense. D'accord, les guys. D'accord, les guys. Je vais basculer le chat. Juste laissez-moi basculer le chat sur autre chose. Tac. Tac. Hop, je fais un petit peu de promotion. Du coup, de son côté, l'armée russe a affirmé mercredi ne pas avoir visé la Pologne après l'incursion et la destruction pendant la nuit. Donc c'est ce qu'on disait. Hein. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il s'agit d'un ciblage délibéré. Selon lui, au moins 8 drones russes se sont dirigés vers la Pologne. Simultanément, la Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine la nuit dernière. Selon Kiev, Selon Kiev, au moins Vladimir Poutine ne cesse de tester l'Occident et continuera à le faire tant qu'il ne fera face à aucune réponse forte. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiga, a déclaré sur X qu'une réponse faible aujourd'hui ne fera que provoquer davantage la Russie. Donc il faut les massacrer, c'est ce qu'ils disent la plupart. Hein. Bon. Moi, je sais pas vous dire. Cette situation est très compliquée et très complexe hein, par rapport à la situation qu'on peut connaître en Ukraine. Pour ne pas que ça dérape, bien sûr, il suffirait d'un centimètre d'une mauvaise action pour que ce soit dérapage contrôlé. Donc c'est pour ça. Je vais juste checker. Je désactive. Je vais vous laisser sur le chat. Je vais désactiver le. Comment on fait? Hop, tac. Ouais, voilà. J'enlève l'emoji, comme ça vous pouvez taper. Pour le président, donc c'est ce qu'on disait. Donc il faut une réponse forte en fait. Hein, c'est ce que demandent hein, donc les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils disent que les missiles et les drones russes voleront encore plus loin en Europe tant qu'il n'y aura pas de réponse forte. L'Ukraine, qui fait face à une intensification des attaques aériennes russes contre son territoire, réclame notamment des sanctions plus sévères contre Moscou. La Russie a lancé dimanche la plus grande vague de drones et de missiles sur l'Ukraine depuis le début de la guerre, ce qui a fait plusieurs morts et blessés à travers le pays et frappant pour la première fois le siège du gouvernement. Le sentiment d'impunité de Poutine ne cesse de croître car il n'a pas été correctement puni pour ses crimes précédents, a estimé le président ukrainien, rappelant à ces sanctions plus sévères contre Moscou. D'accord. Donald Trump va s'entretenir avec Karol Nawrocki. Les réactions alliées de Varsovie ne se sont pas faites attendre. Hein. Le chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a fustigé la violation la plus grave de l'espace aérien européen par la Russie depuis le début de la guerre, d'accord. Et l'ambassadeur américain à l'OTAN, Matthew Whitaker, a déclaré sur X que les États-Unis soutiennent leurs alliés face à ces violations de l'espace aérien et défendront chaque centimètre du territoire de l'Alliance. De son côté, le président français Emmanuel Macron a appelé la Russie à mettre fin à cette fuite en avant. Nous ne transigerons pas avec la sécurité de nos alliés, a-t-il martelé. Calme-toi, Emmanuel. La Russie a mis en danger des vies humaines en Pologne, un État membre de l'OTAN et de l'UE, a accusé mercredi le chancelier allemand Friedrich Merz, condamnant fermement ce qu'il a qualifié d'action agressive de Moscou. Le président américain Donald Trump doit s'entretenir ce mercredi par téléphone avec le président nationaliste polonais Karol Nawrocki. Lui et son équipe suivent les nouvelles en provenance de Pologne, selon un haut responsable. Ok. Alors, situation tendue, on va aller voir les Neptunes. Alors, on va d'abord commencer par voilà, les scénarios Zapad. Hop, souvent précédés. Tac, 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 tac. On va aller voir ça. 100 000 soldats. Donc, hop. Alors, par contre, valeurs actuelles, non. Je ne suis pas d'accord. D'accord, ok. Si l'article est même pas gratuit en plus. Donc, je vais dire si l'article est gratuit, je veux bien faire un effort.
Deux Américains n'ont rien à voir. Ils ont invité des Américains, c'est fou. Génial. Alors, attends. Voilà, c'est ça qui est. Tous les 4 ans, la Russie organise les Zapad. Ils organisent des Zapad. C'est bien. On a des EHPAD, eux, ils ont des Zapad. Des exercices militaires géants destinés à s'entraîner, en réalité une démonstration de force grandeur nature à l'intention de l'Ouest. Un entraînement qui relève autant de l'exercice militaire que de la propagande. Marie Mendras, professeur à l'école des affaires internationales de Sciences Po Paris, des chars qui grondent, des avions qui rugissent, des officiers qui surveillent et des drones et des ordres, des dizaines de milliers de soldats massés à la frontière occidentale de la Russie. Ils s'exercent car ouf, ça y ressemble, ce n'est pas une guerre, ce quoi on assiste, ça s'appelle Zapad. Zapad en russe, ça veut dire ouest. Et Zapad, ce sont des manœuvres militaires. Le nom est limpide. Zapad, ce sont les grands exercices de l'armée russe tournés vers l'ennemi historique, l'Ouest, et tout particulièrement tournés vers l'OTAN. C'est une vieille tradition que ces Zapad. Elle remonte à l'époque soviétique. En 1981, l'URSS organise d'ailleurs un Zapad monumental, plus de 100 000 hommes qui mettent en scène des scénarios d'invasion de la Pologne. Le message aux Occidentaux est clair, ne jouez pas au malin, car nous, on est prêts. Mais il faut se dire que effectivement, ce cher Vladimir Poutine vit dans l'URSS de Staline. Avec la chute du rideau de fer, les Zapads vont perdre de leur superbe. L'armée soviétique ne pèse plus grand-chose, l'URSS se désintègre, il n'y a plus vraiment de muscles à montrer. C'est l'arrivée de Poutine que la machine reprend du poil de la bête. Tiens, tiens, tiens. En 1999, en pleine seconde guerre de Tchétchénie, la Russie effectue le premier Zapad, version Poutine. Mais c'est à partir de 2009 qu'il décide d'en faire une démonstration de force régulière, et bien évidemment avec l'annexion de la Crimée. Cet exercice Zapad 2025 est très surveillé, certes, mais la politologue Maria Mendras explique dans cette émission que ces mouvements l'ont toujours été. Avec la différence aujourd'hui qu'ils ont eu lieu alors que la Russie est engagée dans un conflit avec l'Ukraine. Le dernier Zapad est daté de 2021, un exercice massif aux frontières de l'Ukraine. Le suivant se devait se tenir en 2023, mais ce sera annulé. Le rythme était devenu biannuel, mais ça n'allait pas très fort pour les Russes. Et l'armée biélorusse aussi, pour ce qui était des fronts en Ukraine. La spécialiste ajoute que cette année, ça va être de petite ampleur. En effet, le matériel et les soldats sont mobilisés ailleurs, et depuis 18 mois. La Russie a du mal à remplir les rangs. Avec environ 1000 morts ou blessés par jour, les candidats au combat sont moins nombreux. Il y aura probablement plus de Biélorusses que de Russes. Le président de la Biélorussie, Loukachenko, Alexander, a également souhaité que ces exercices se passent un peu plus vers l'ouest, pas trop près des frontières avec les Occidentaux, afin de ne pas décevoir son nouvel ami Donald Trump. Un peu plus vers l'est, logiquement, du coup. Il se détache nettement ainsi de la position beaucoup plus guerrière de Vladimir Poutine. La professeure rappelle par ailleurs que l'agression de l'Ukraine par la Russie en 2022 a été une déroute totale, en partie aussi parce que les Biélorusses avaient tout simplement refusé d'y aller. Les précédents Zapad n'avaient pas été réellement pris au sérieux par l'Occident, mais aujourd'hui la donne n'est pas la même. L'OTAN fait également des exercices de son côté. De plus, le président biélorusse, qui espère une levée des sanctions occidentales, va jouer beaucoup plus sage en espérant que l'espéraient les Russes. Excusez-moi. Et nous, on va aller voir, donc du coup, Neptune Strike. Hop. Est-ce qu'on a quelque chose de gratos? Bon, bah écoute. Les mers Méditerranée et du Nord Baltique sont en ce moment théâtre d'affrontements dantesques en train de tramer un simple affrontement. D'énormes bâtiments de guerre mouillent entre les mers Méditerranée et Adriatique du nord de la Baltique depuis ce lundi et jusqu'au 26 septembre. Plus de 10 000 marins, soldats, aviateurs et marines des 13 pays alliés de l'OTAN, indique l'organisation internationale sur son site internet. Il s'agit d'un entraînement nommé Neptune Strike. Est-ce que ça marche ça? D'énormes bâtiments de guerre mouillent depuis ce lundi et jusqu'au vendredi 26 septembre 2025. Plus de 10 000 marins, soldats, aviateurs et marines de 13 pays alliés de l'OTAN, indique l'organisation internationale sur son site internet. Il s'agit d'un entraînement nommé Neptune Strike 25A3 dont l'objectif est d'intégrer des capacités de frappe maritime de pointe, à renforcer la dissuasion et à garantir la liberté de navigation sur les voies navigables critiques, peut-on lire. Un test de l'interopérabilité aérienne terrestre et maritime est également à l'ordre de la semaine. Mission aérienne, débarquement, patrouille sous-marine. Concrètement,
L'opération, dirigée par le vice-amiral américain Jeffrey T. Anderson, rassemble le porte-avions américain USS Gerald R. Ford, le navire d'assaut amphibie turc TCG Anadol, le navire de débarquement italien ATS San Giorgio et le navire de commandement et de contrôle américain USS Mount Whitney. Ils seront rejoints par des destroyers, des frégates, des sous-marins et des avions de toute l'Alliance, notamment du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Lituanie, de la Norvège, de la Pologne, de la Turquie, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis, indique l'OTAN. Les opérations comprendront des missions aériennes depuis des porte-avions, des débarquements amphibies dans le sud de l'Italie, des patrouilles sous-marines, des opérations de combat de surface et un exercice de perte massive. Sur son site internet, le Gerald R. Ford opérera en mer du Nord et le reste, dans les mers Baltique et Méditerranée. L'idée derrière cet entraînement, conçu en 2020 et suivant directement Neptune Strike 25A2, qui a eu lieu du 24 juillet au 1er août, est de souligner la capacité de l'OTAN à intégrer rapidement des forces navales et de frappe multinationales, même sur de longues distances. Ok, eh ben écoutez, c'est pas réjouissant, hein. Donc ça veut dire que vraiment, bon, tout le monde s'entraîne en tout cas. Espérons qu'ils s'entraînent pour rien. On va finir cette matinale. On va finir cette matinale avec une petite news sympathique, hein. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Hop 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 Ballon d'Or. Hein, on est d'accord? Voilà, on finit avec ça. Je mets dans le chat. Tac. Et aussi autant. Voilà. Ça, c'est les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Je le mets dans le chat, comme ça vous les avez. Bon, c'est dans le désordre, hein, mais du coup, Palestine en premier, Russie autant, et après Ousmane Ballon d'Or. Le Ballon d'Or a été remis ce lundi soir lors d'une cérémonie au théâtre de Châtelet à Paris. Revivez la cérémonie. Alors, on va juste essayer de remettre les highlights, hein, parce que vraiment, c'était une folie. Donc voilà. Le meilleur footballeur de la planète. À 28 ans, Ousmane Dembélé vient de remporter ce lundi soir le 69e Ballon d'Or, un prix qui vient récompenser une saison exceptionnelle pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Alors comment celui que l'on surnomme Dembouz en est-il arrivé à tutoyer les étoiles? Très précoce, Ousmane Dembélé débute sa carrière professionnelle à Rennes en Ligue 1 où il se fait rapidement remarquer. Capable de jouer aussi bien du pied gauche que du pied droit, il impressionne par son habileté avec le ballon. À tout juste 19 ans, il quitte la France pour tenter l'aventure à Dortmund en Allemagne, puis au grand FC Barcelone dès la saison suivante. Dans le même temps, il est déjà régulièrement appelé par Didier Deschamps chez les Bleus. En 2018, il fait partie de l'équipe de France championne du monde en Russie. On pense alors qu'il est voué à devenir l'un des plus grands attaquants au monde, mais le sort s'acharne et il enchaîne les blessures. En cette saison au Barça, il se blesse 15 fois et manque 141 matchs. Cette terrible série stoppe sa progression. Beaucoup finissent par penser que Dembélé restera à jamais un espoir déchu. En 2023, il finit par quitter Barcelone pour se relancer en France, au PSG. Comme chez les Bleus, il est d'abord dans l'ombre de Kylian Mbappé, mais après le départ du prodige français au Real Madrid à l'été 2024, il devient le patron de l'attaque parisienne et explose toutes les stats. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts, 8 buts en Ligue des Champions. Il sait aussi se montrer altruiste avec 16 passes décisives sur la saison. Une année exceptionnelle parachevée par un succès européen, le premier pour le PSG. Meilleur joueur du championnat de France en mai dernier, celui qui a tout raflé cette année rentre dans l'histoire ce lundi et rejoint au panthéon des joueurs de légende comme Platini, Zidane ou Benzema. La plupart me disent on ne dirait pas que tu as 100 ans, tu fais plus jeune. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu déjà de 1 que Ousmane est Ballon d'Or, hein, et on a vu surtout qu'il est Ballon d'Or devant beaucoup de gens, hein. On va voir le classement, je vais vous retrouver le classement. Classement Ballon d'Or, hein, d'accord. On va voir la dégringolade, hein, de Kylian Mbappé, hein. On va pouvoir apprécier ensemble le travail de Luis Enrique. Et donc, premier, Ousmane Dembélé. On n'a pas les points encore, hein. Deuxième, Lamine Yamal. Troisième, Vitinha, un Parisien. Mohamed Salah, quatrième à Liverpool. Rafinha, cinquième, Barcelona. Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain, sixième. Septième, t'imagines, Achraf Hakimi. Hakimi monstre. Hakimi the GOAT. Hakimi devant Mbappé. C'est la folie. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà, c'est tout. Et alors après, on a Cole Palmer, on a un gardien qui est 9e, Donnarumma, encore un Parisien.
Nuno Mendes, un autre Parisien, Pedri de Barcelone, Kvaratskhelia, pardon, excusez-moi, au Paris Saint-Germain. Et donc on a sur les 14 premiers, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 14. Voilà. Et sur 20, on en a même 8 ou 9, même peut-être 10. Et sur les 30, on en a encore plus. Donc bravo, 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 bravo. Bravo aux Parisiens, bravo à Luis Enrique, bravo à Nasser El Khelaifi, bravo aux Marseillais hier soir aussi d'avoir gagné. Hein, parce que je crois que du coup, ils ont gagné le classique. On va finir sur ça d'ailleurs. Le classique au MPSG, ça a fini 1-0. Je crois qu'il y a eu une petite erreur hein, donc de Lucas Chevalier. Et Lucas Chevalier, qui, tout le monde le sait, ou en tout cas vous le savez peut-être, a été acheté cette année hein, pour remplacer, comment dire, le gardien hein, Donnarumma, et qui finalement fait de la khara, fait du caca. Voilà. Et oui. Exception faite d'une petite faute, Qu'est-ce qu'ils disent sur lui? Ils disent qu'il a fait du caca, de toute façon, c'est évident. Hein. Il s'est chié total. Exception faite d'une petite faute de main en Super Coupe d'Europe, quand Tuloka avait été plutôt tranquille avec le PSG. 40 millions pour le successeur de Donnarumma. 5e minute du jeu, l'ancien gardien fait le saut de sortir de loin, tenter de porter un centre flottant sur la droite. Trop court. Lucas Chevalier s'est laissé alors l'international marocain placer une tête qui fait trembler les filets. Tahia Maghreb, encore un Marocain. Voilà, voilà. Et du coup, c'est grâce aux Marocains. Voilà. Alors, on va regarder quand même Bourde Chevalier, hein, parce que ça fait toujours plaisir. La Bourde, hein. On va essayer de la choper en live. Voilà. Donnarumma rigole. Comment ça, Donnarumma? De toute façon, TikTok. Putain, je suis vraiment un boomer, quoi. J'ai pas TikTok. Hein. Non, mais c'est pas du tout ça, ça. Bon, est-ce qu'on l'a la vidéo? Bon, écoutez, on l'a pas la vidéo. Et écoutez, je vais vous remercier en tout cas pour ceux qui étaient là, hein, pour les gens qui ont compris le temps. Okay, et puis je vous dis à demain ou à après-demain. J'essaierai de me tenir à une espèce de. Je vais essayer de vous faire un planning pour pouvoir. On reviendra sur Jubilard aussi demain peut-être. Ça sera intéressant de voir un peu ce qui se passe. Et on va regarder un peu. Ouais, exactement. On verra d'autres choses demain. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui étaient là. Je remercie encore tous les gens qui s'abonnent et qui suivent. Hein. Merci à vous. Je vous dis à très vite et à très vite dans le chat et à très vite. Beaucoup d'amour, belle journée, profitez bien, amusez-vous bien, mangez bien, dormez bien, baisez bien, tout ça bien. Ok?